Salam la famille. Ballon Jorof Orange vous fait un big up là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo discussion avec mon grand DJ. Voilà, on a pris un peu de repos là. La saison a été compliquée, 82 matchs, Summer League, tout ça, c'était trop compliqué, c'était trop fatigant. Mais là, on va revenir débriefer la free agency là, parce que là, ça signe de partout là. Mais avant ça, on va parler un peu de l'euro. Alors, DJ, bon, je vais poser un peu le décor. DJ, il n'est pas fan de Ronaldo. Moi, je suis un fan de Ronaldo, lui, c'est un fan de Messi. Alors, euh, que penses-tu actuellement de l'euro là? Parce que je me rappelle, Jérôme Rotten, l'année dernière, il avait dit que ouais, la CAN, il n'y a pas de niveau, les gens lui ont tombé dessus. Mais là, au début de l'euro, il n'y avait pas beaucoup de niveau, mais là, on sent que ça revient encore un peu. Alors, sinon, que penses-tu un peu de l'euro, de la France, le Portugal, la Géorgie, etc. Salam la famille. Bon, pour parler de l'euro, globalement, l'appréciation qu'on peut donner, c'est que on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de niveau, mais les matchs sont trop serrés. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas beaucoup de jeux. Et donc, en tant que passionné ou en tant que supporter, on n'a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent, quoi. C'est-à-dire que ça ne soulève pas en fait ça ne soulève pas de passion. Jusqu'ici, en tout cas, et on est déjà dans les phases éliminatoires, hormis l'Espagne, qui a montré beaucoup de garanties dans le jeu. Toutes les autres équipes ont été à la peine. Du moins, les équipes qui ont été annoncées comme favorites. Que ce soit la France, le Portugal, l'Angleterre, tous ont été à la peine. Là, la Belgique, qui est une nation quand même réputée par rapport à son effectif, est déjà out. Bon, l'Italie n'a pas fait bonne figure, mais on n'attendait pas de grandes choses de la part de cette Italie-là parce qu'elle manque carrément de génie. Il n'y a pas beaucoup de football, de bons footeux, quoi. Hormis le gardien et quelques deux ou trois individualités, cette Italie n'est pas une grande Italie. Alors après, on a bien aimé une équipe comme des équipes outsiders comme l'Autriche, voilà, qui ont fait bonne figure. La Slovénie qui a fait bonne figure. Donc même la Slovaquie, voilà quoi. Et même la Géorgie, voilà, qui a une des sensations, c'est Euro. Même si elle a été battue à plate couture par l'Espagne, mais ça se fait surtout en deuxième mi-temps, quoi. La décision se fait surtout en deuxième mi-temps. Donc globalement, l'Euro, les matchs sont fermés. Voilà, c'est assez fermé. Les équipes jouent bloc bas. Et donc, il faut avoir vraiment des certitudes pour s'en sortir, quoi. Un bon milieu de terrain, des attaquants, avoir de la continuité dans le jeu. Et donc, à ce jeu-là, il n'y a que l'Espagne qui a donné quelques certitudes. Toutes les autres équipes sont un peu à la peine. Ok, d'accord. Bon, moi, le foot, actuellement, je regarde ça par parcimonie, quoi. Moi, j'ai arrêté le foot depuis 2009. Je vais arrêter en 2006 parce que moi, je suis un féru de Zidane. Voilà, avec le coup de boule sur Materazzi, quand ils ont perdu, Buffon, il a sorti le ballon, ils ont gagné au tir au but. J'ai repris le foot jusqu'en 2009. Quand les fans de Barça, excusez-moi, hein, quand l'arbitre là, il a volé le match, c'était en 2009, non, contre Chelsea. Avec quand Drogba a dit "This is a fucking disgrace." Voilà. Et que Iniesta a mis son tir de, je sais pas, 20 mètres là, et que Barça a gagné. J'avais décidé d'arrêter le foot. Bon, là, j'ai repris. Il y a Chris qui est revenu au Real, ça gagne. Bon, moi, je regarde quelques matchs. Hein. Honnêtement, j'ai été bluffé par l'Espagne. Je trouve qu'ils ont du beau jeu. J'en parlais à Didier là. Des fois, on s'entretient par WhatsApp. Je lui disais que quand je regarde l'Espagne, ça me rappelle un peu les Warriors là à leur début, 2013-2014 là. Tu te rappelles quand ils jouaient contre Denver, ils ont battu Denver, après les Spurs les ont battus en 2014 ou 2013, un truc de ce genre. Ouais, ils avaient battu Denver en 2013. Après demi-finale de conférence, les Spurs les ont battus. En 2014, ils ont été battus par les Clippers. Bon, ils jouent bien. Yamal, j'adore. Hier, j'ai découvert un joueur que je ne connaissais pas, Nico. C'est comme ça qu'il s'appelle, non? C'est ça, Nico. Voilà, le boy. Hein? Nico Williams. Non, Nico Williams, le boy, il est bon. Hein? Il est bon, Nico. Il m'a bluffé. Donc, du coup, c'est ça. Un peu déçu par la France. L'Angleterre aussi dessus. Bon,
Il y a Bellingham hein, qui a mis voilà, retourné acrobatique là. Après, derrière, il y a Harry Kane qui met le but. Bon, voilà, actuellement, il y a l'Euro. Je voudrais qu'on en... Bon, c'était un petit truc là. Le petit, comment on appelle ça encore là? Voilà, le petit truc là, histoire de rentrer. Maintenant, on va parler un peu de NBA. Alors, c'est quoi avant de parler de la NBA, c'est quoi ton pronostic pour l'Euro? Qui va gagner l'Euro pour toi? Comme j'avais dit, hein, j'avais dit que l'Espagne était la grande favorite, bien avant même que l'Euro commence. Et j'avais dit les outsiders, c'était bon, pas outsiders, mais les équipes parmi les favorites, dans un deuxième rang, deuxième catégorie, j'avais mis la France et l'Angleterre, bon, et l'Allemagne. Après, bon, peut-être que je me tromperai, mais bon, voilà. C'est à part l'Espagne, c'est les trois équipes-là que je vois. Et alors, mon équipe, bon, mon joueur, Cristiano Ronaldo, il ne va pas gagner la Coupe d'Europe. Le Portugal a une bonne équipe, mais le Portugal a moins de garanties dans les jeux. Moins de solidité aussi défensive. Parce que là, ça ne peut pas se voir parce que leur défense n'a pas encore été vraiment mise à rude épreuve en face à face. Parce qu'ils ont tellement un bon milieu de terrain que rarement leur défense a été confrontée à des vagues successives d'attaques. Maintenant, comme là, on entre dans le vif du sujet, on est dans les phases éliminatoires. Aujourd'hui, ils ont échappé belle. Maintenant, contre la France, qui a des faux follets, là, ce sera un vrai test pour eux. Là, ils vont être vraiment testés sur leur solidité. Voilà. C'est vrai qu'ils ont de bons arrières, mais la défense centrale, avec un Pep solide, mais quand même âgé, on va voir ce que ça va donner. Bon, moi, la France, là, ça va être compliqué pour moi. J'adore Mbappé, j'adore CR7. Mais bon, je pense que c'est la dernière de CR7. Moi, je suis pour CR7. Je veux qu'il gagne la Coupe d'Europe. Comme ça, il aura encore une coupe de plus que Messi, quoi. Il y aura un parfum de revanche parce qu'en 2016, ils leur ont niqué le business à domicile. Oui, à domicile, je me rappelle. C'était le tir du gars, là. Comment il s'appelait encore, là? Comment il s'appelait encore? J'ai oublié. C'était un black, hein? Non, c'est pas un black. Le français. Non. Le portugais qui avait mis le tir, là. Ah oui, l'origine guinéenne, là. Ouais. J'ai oublié son nom. Bon, donc voici la petite parenthèse Euro. Bon, on va pas parler de la Copa, hein. Messi. Bon. Tranquille sur son pied de salle. Bon, DJ, lui, c'est un fan de Messi. Personne n'a le droit de critiquer Messi, quoi. Bon, là, on va parler de la free agency. Donc, Paul George a signé 4 ans à 212 millions de dollars à Philly. Ça, pour moi, c'est la plus... C'est vraiment l'info-transfert, quoi. Hein? C'est vraiment l'info-transfert de la semaine. C'est l'info-transfert de la semaine. Bon, c'est ça. Et là, on est en train de dire que... comment il s'appelle encore? Klay Thompson. Bon, c'est acté, hein. Il va quitter les Warriors. Et il va aller... On ne connaît pas vraiment la liste, ou bien c'est connu? Non, c'est connu. Il va où? Il va où encore, Klay Thompson? Waouh! Je pensais que... Ben, je l'ai vu tout à l'heure, là, Klay Thompson. Je deviens fou, quoi. Attends, on va en reparler tout à l'heure. Alors, que penses-tu de la signature de Paul George à Philly? Bon, il avait une player option. Il l'a décliné. C'était une player option, je pense, à 50 millions de dollars parce qu'il voulait un contrat de 4 ans avec les Clippers. Sauf que les Clippers, ils ne voulaient pas lui donner Voilà, il ne voulait pas lui donner un contrat de 4 ans. Et finalement, il est parti à Philly. Et Philly, ils lui ont donné 4 ans, 212 millions de dollars. Et ça veut dire que sa dernière année de contrat, il touchera à peu près plus de 50 millions et il aura 38 ans. Donc actuellement, à Philly, donc je vais te dire les gens qui ont signé à Philly. Il y a Paul George qui a signé à Philly. Il y a comment il s'appelle encore? Il y a Eric Gordon aussi qui a signé à Philly. Et je pense qu'il y a André Drummond, mais je suis pas trop sûr, c'est à vérifier. Voilà, donc actuellement, le Big Three, ça va être Joel Embiid, Maxey et Paul George. Donc Tobias Harris est parti à Détroit là, il a signé un contrat à Détroit et donc ouais, il était à Détroit, il a été drafté par Détroit, je pense. Donc alors DJ, candidat au titre légitime à l'Est ou bien c'est toujours Boston? De toute façon,
Philly était un contender depuis quelques années à l'Est, depuis l'arrivée de Embiid. Après, bon, ils n'ont pas su répondre aux promesses que tout le monde attendait, en fait. Donc, maintenant, on va voir ce que ça va donner, sur le long terme. Je ne pense pas que tout de suite, ça puisse faire qu'on mette Philly finaliste ou déjà candidat sérieux pour le titre, pour la finale déjà à l'Est. Mais c'est déjà un bon move, parce que la traction arrière de Philly avait quand même du mal sur les matchs décisifs, certains matchs clés. Et on avait tout le temps Embiid à 45-30 points pour faire surnager Philly. Et même sur certains matchs, tu sentais carrément, si Maxi ne sort pas un grand match et qu'on n'a pas Embiid, en fait, c'était zéro, quoi. Les autres, il y avait vraiment du mal. Ils avaient même vraiment du mal avec ça. Tobias Harris, bon, il ne pesait pas trop, malgré sa taille, tout ça, il ne pesait pas trop. Que ce soit quand il est utilisé en poste 4, bon, il n'amène pas grand-chose. Quand en poste 3, les tirs sur le périmètre à longue distance, c'est pas trop ça. Donc, ils avaient besoin carrément d'un arrière référencé, qui pèse un peu plus lourd et puis qui peut leur apporter grand-chose. Ils ont misé gros sur Paul George parce que quand même le contrat, c'est un contrat, c'est quand même sérieux. Là, ils pourront même plus sur quelques années faire de grandes folies, parce que là, il y a le contrat de Joel Embiid qui est en cours. Tyrese Maxey. Ils viennent de prolonger Tyrese Maxey. Tyrese Maxey, il vient d'être prolongé. À 204 millions de dollars, je pense. 204, 212. Donc, ça fait quand même, là, ils sont mis. Là, ils ont joué, en fait, presque leur va-tout, je dirais. Et là, obligation au moins de titres sur ces 2 ou 3 ans. Obligation, je dirais même sur ces 2 années à venir. Donc, on verra ce que ça va donner. C'est un gros pari, en tout cas. Ouais, c'est un gros pari. Je pense qu'ils sont en train de faire un all-in, là, comme on dit, tapis, là, comme les joueurs de poker. Voilà. On voit ce que ça va donner. Mais moi, je pense que s'ils sont healthy, donc ça veut dire que s'ils sont en bonne santé, je pense qu'ils seront un contender sérieux. Parce que Tyrese Maxey, Paul George, quoi qu'on dise, c'est un joueur quand même qui est versatile, qui est un peu complet. Bon, à la passe, il est pas mal. Il peut défendre, c'est un two-way player. Maintenant son dribble s'est amélioré depuis 2013. Il a un bon jeu mid-range. Il peut jouer dos au panier. À 3 points, il est bon. Il peut prendre des rebonds. Je pense qu'il est bon. Mais moi, je pense que le problème vraiment véritable de Philadelphie, c'est la santé. Parce que, faut le rappeler, Paul George, il en a raté un des matchs. Et Joel Embiid, moi, depuis que je le regarde, j'ai jamais regardé un match de post-saison de Joel Embiid, hormis quand ils ont pris le shoot sur la gueule de Kawhi Leonard là en 2019 là. Mais tous les autres post-saison, il a été blessé. L'année dernière, il était blessé. Voilà. Soit il commence, il ne termine pas. Voilà, cette année aussi, il a été un peu blessé. Donc, du coup, c'est compliqué. Paul George aussi, il a un curriculum vitae de niveau blessure aussi avec ses genoux, tout ça, c'est compliqué. On verra ce que ça va donner. Donc, du coup, pour Klay Thompson, il va à Dallas, 50 millions de dollars sur 3 ans. Donc, le Big Three, ça va être Kyrie Irving, Luka Doncic et Klay Thompson. Et ils ont laissé partir Josh Green. Moi, Josh Green, vraiment, je l'aimais bien, le boy là. Bon, ils ont pris Klay Thompson. T'en penses quoi, au fait, de Klay Thompson? Parce que Klay Thompson, il voulait un contrat d'au minimum de 3 ans. Je pense qu'il a une play option. Il n'a pas envie de quitter les Warriors. On le sentait parce qu'il a même déclaré, en fait. Donc, mais les Warriors se sont dit, autant ne pas s'enchaîner avec Klay, parce que tu lui donnes 3 ans. Après, si l'année prochaine, c'est un joueur majeur, et c'est une clique, en fait, avec Draymond Green et Curry. Ils ont fait l'histoire des titres des Warriors. Si tu ne prends pas cette possibilité qui t'est offerte maintenant, et tu t'enchaînes avec lui pour 3 ans, après tu ne pourras pas plus faire de move. Parce que ce n'est pas n'importe quel joueur, un nouveau lambda comme ça, il y a de l'émotion derrière, en fait, parce qu'il y a de l'attachement avec les autres joueurs. Donc, si tu fais le move, c'est maintenant que tu le fais, et puis
voilà, advienne que pourra, quoi. Donc, ils ont choisi de faire ça, voilà, de se délester de quelqu'un qui a contribué à l'histoire des Warriors. Bon, c'est toujours difficile pour quelqu'un comme ça de quitter, mais après, la règle NBA, c'est il faut toujours préserver d'abord l'intérêt de la franchise. Donc, c'est ça, en fait. C'est pas, non que ce soit du business, mais il y a l'intérêt de la franchise. Parce que sur ces 2 dernières années, hormis les blessures, Klay Thompson ne donne plus de garantie comme avant. Et lui-même, à un moment donné, il a commencé à douter sérieusement. Et donc, on ne dit pas que ça en est fini pour lui, que ce n'est plus le joueur qu'il était. Mais mieux vaut qu'il aille dans une équipe où il aura de grands rôles que de le garder et d'être obligé de le mettre sur le banc. Et des fois même, de ne plus avoir besoin de lui, en fait. Ça risque d'arriver parce que les Warriors vont se rajeunir. Il y aura des joueurs qui sont dans le banc, qui montrent déjà, qui ont faim, qui ont montré qu'ils avaient des dents longues. Et donc, Klay Thompson, en tant que joueur majeur qui a fait l'histoire des Warriors, tu le gardes, tu le signes pour 3 ans et il est obligé de se batailler pour avoir des minutes. Là, ça pourrait faire dégâts. Donc, mieux vaut le libérer, qu'il aille dans une team ou dans une franchise où il aura, voilà, il est sûr de jouer, où on saura l'utiliser à bon escient, en fait. Et c'est toujours bien de changer d'air. Quand tu vas quelque part, après, c'est toujours bien de se relancer. Je pense qu'à Dallas, il pourra se relancer. Parce que Dallas, comme on l'a vu sur les finales, ils avaient vraiment besoin de shoot longue distance. Et donc, voilà, quoi de mieux que de prendre Klay pour faire le pari. Pour moi, c'est un bon choix, surtout pour Dallas, en fait, d'accueillir un joueur comme Klay. Non, ouais, avec Klay, ils vont avoir un peu de spacing encore plus. Parce que Klay, quoi qu'on dise, enfin, même s'il rate 1000 shoots, le 1001e shoot, voilà, parce que la défense, ils vont toujours prendre en considération Klay. Le coach adverse jamais il va laisser Klay. Et je te rappelle, le joueur qui a mis le plus de paniers à 3 points dans une saison, c'est Klay Thompson, je pense. Donc je rappelle un peu. Moi, Klay Thompson, le trio, il a toujours été mon préféré. Devant Curry, devant Draymond Green. Ça a toujours été mon préféré. Parce que moi, je le trouve élégant. Il a toujours été un bon défenseur. Moi, je suis un fan de Kobe. Je me rappelle à ses débuts, il défendait bien sur Kobe. Il défendait bien sur les arrières. Les gens, ils oublient Klay. Mais Klay, healthy, en bonne santé, c'est un putain de défenseur. Hein. C'est un putain de défenseur. Quand il s'est blessé longuement, il a commencé à douter. Voilà, il a commencé à douter. Et bon, il s'est blessé en 2019, il a raté 2020, 2021, il est revenu en 2022, ils ont gagné le titre. Hein. Et l'année du titre, il n'a pas été fabuleux, mais si le match est compté, c'est lui qui a mis les paniers, il a mis les paniers qu'il fallait. Donc je vais rappeler un peu son curriculum vitae en NBA. Donc Klay Thompson, c'est 4 fois champion NBA, 5 fois All-Star, 2 fois All-NBA Team, 1 fois All-NBA Defensive Team. C'est lui qui a mis le plus de paniers en un quart-temps, 37. Ça, c'était dingue. Plus de points dans un quart-temps en NBA, devant Michael Jordan, devant Kobe, avant je pense que c'était Carmelo Anthony qui détenait ce record-là, avec un 35 ou un truc de ce genre. Plus de 30 points. Ouais, plus de 30 points, Melo, je me rappelle très bien. Et c'est lui qui a mis le plus de 3 points dans un match NBA avec 14 3 points. Hein. Et tu te rappelles de son match où il a mis 63 points en posant 11 dribbles. C'est le roi du catch and shoot. Ou bien tu penses qu'il est meilleur, ou bien Ray Allen est meilleur en catch and shoot. Il y en a un Ray Allen, Kyle Korver, JJ Redick. Ils sont configurés différemment. Ah ouais. Lui, il peut faire un ou deux dribbles avant de shooter. Le véritable joueur de catch and shoot, c'est plutôt Kyle Korver. Lui, il fait que ça. Ouais. Quand il dribble, c'est que vraiment, il est obligé de dribbler. Lui, on lui met 2 écrans, après, voilà, il shoot. Alors, sinon, Ray Allen, Klay Thompson, le shoot de la gagne, finale NBA, en sortie d'écran, off the screen, tu donnes à Ray Allen ou tu donnes à Klay Thompson? Bon, c'est une petite parenthèse là. Non, j'hésiterais entre Klay Thompson et Kyle Korver. Non, moi, je n'étais pas... Tu m'as dit en sortie d'écran. Je te dis, j'ai été dans les autres. Ouais, mais un shoot pur. Non, moi, d'office, j'ai mis Kyle Korver parce que c'est pas une légende. J'aurais pu te demander JJ Redick, mais je t'ai demandé 2 légendes. Ray Allen et Klay Thompson. Non, mais moi, entre Ray Allen et Klay Thompson, en sortie d'écran, tu dis. En sortie d'écran, je donne... Il reste une seconde. Non,
Dans ta question, le plus important, c'est sortie d'écran. Oui. Sortie d'écran, je donne à Klay Thompson. Ah ouais, ok. Chute pure, truc, je donne à Ray Allen. Sortie d'écran, je donne à Klay Thompson. Bon, ça, on fera d'autres audios là-dessus. Donc, du coup, moi, je suis un peu triste. Klay Thompson est parti. Il a été drafté en 2011, je pense. Voilà, c'est une ère qui se termine. Hein. C'est un peu triste, mais bon, comme tu l'as dit, NBA, c'est du business. On peut parler comme ça, mais à la fin, c'est du business. Hein. Curry a envie de gagner et tout. Maintenant, on va voir, ils vont le remplacer. Ils vont le remplacer par... voilà. Donc, je vais donner encore quelques infos. Mon gars, KCP est parti à Orlando parce que Denver ne pouvait plus le payer. Denver, ils ont signé Jokic au max. Ils ont signé Jamal Murray au max. Mais je pense que la plus grande erreur qu'ils ont faite, c'est d'avoir signé Michael Porter Jr. au max il y a 2-3 ans. Parce que ça a plombé leur salary cap. Parce qu'ils auraient pu lui donner le même montant que Eric Gordon. Mais là, le boy, il palpe un max. Donc, du coup, ils ont plus de marge. Je pense qu'ils ont même perdu Reggie Jackson. Ils ont perdu KCP. Donc, mais là, apparemment, il y a Jokic qui fait des pieds et des mains, c'est comme ça l'expression, des pieds et des mains pour récupérer Westbrook. Apparemment, Westbrook, il va aller à Denver, mon gars Westbrook. Donc, KCP est parti à Orlando pour 66 millions de dollars sur 3 ans. Tu penses que c'est un bon ajout pour Orlando? Oui. Orlando, c'était une équipe jeune, ils avaient besoin de... Prendre un joueur comme KCP qui a déjà gagné, qui connaît comment on appelle ça encore, la post-season, qui est capable de défendre, et qui n'est pas mal au shoot. Pour moi, c'est un bon move. Ensuite, ils avaient une équipe de jeunes, donc prendre un vétéran comme... Bon, maintenant, il devient vétéran, KCP. Non, c'est un vétéran maintenant, donc, KCP. Voilà, donc ce sera un bon ajout à Orlando. Et il va leur apporter son expérience, voilà, et sa science du jeu, tout ça. Moi, je trouve que c'est bien. Ensuite, Orlando, c'est pas une équipe de stars, en fait. Ils ont Banchero, voilà, qui est catalogué comme une jeune star, tout ça, franchise player, mais lui, il n'entre pas dans les habits de stars. Voilà, il est tout le temps dans le collectif. S'il doit faire la passe, il fait la passe. Il pas la couverture à lui. Je trouve que c'est un bon endroit pour KCP et voilà, et pour Orlando aussi, c'est une bonne acquisition, un vétéran comme lui. Voilà. Non, moi je pense que KCP là, il prend de l'âge, il a plus de 30 ans, je pense 31 ans, 32. Bon, il a déjà 2 bagues, hein, ou bien il a eu sa bague avec les Lakers. 2020. Voilà, 2020 et en plus ça, on va en reparler encore. J'ai jamais compris comment les Lakers ont pu exploser leur équipe là. Il y avait KCP, Caruso, il y avait comment il s'appelle encore l'ancien des Spurs là qui a gagné aussi le titre à Danny Green. Mais ils avaient une putain d'équipe. Des joueurs qui défendaient. Des gens qui défendaient. Ils ont livré tous les joueurs qui défendaient. Et puis, pour Westbrook. Et sur les années qui ont suivi, ils ont eu de gros problèmes de défense. Donc du coup, bon, c'est ça quoi. Ils ont désagrégé l'équipe parce qu'ils voulaient prendre des attaquants. Les Lakers là. Bon, mais non Lakers. Donc. T'as jamais supporté. Ouais, c'est vrai que toi, tu es un fan des Spurs, toi. Jamais supporté les Lakers. Ah, moi, je me rappelle, on vous foutait la raclée dans les années 2000, hein, La raclée, ça va voir, hein. Ah. Tu te rappelles du shoot de Derek Fisher, 0,5 secondes, non, 0,4. C'est bon, on passe. On passe. Bon. Voilà, on va en reparler. Maintenant, on va parler de quelle équipe là? Oh bon, on va rester sur les Spurs. Chris Paul. Ouais, parce qu'il y avait une team option de 30 millions de dollars, je pense. Ou bien, je pense que c'était une player option. Je suis pas trop sûr. En tout cas, je sais qu'ils l'ont coupé. Et dans la foulée, les Spurs l'ont signé pour 11 millions de dollars sur 1 an. Chris Paul. Bon, tout le monde disait que Wemby avait besoin d'un meneur. Et tu penses que c'est un bon fit pour Chris Paul de jouer avec Wembanyama, le futur visage de la NBA, ou bien il est trop vieux actuellement pour driver les éperons?
Non, il sera toujours d'un apport certain parce que on peut ne pas trop aimer Chris Paul, on peut penser qu'il vieillit, tout ça, mais sa façon de jouer, sa science du jeu ne peut être que bénéfique pour les Spurs. Parce que les Spurs, sur certaines séquences, il y a des matchs qu'ils devaient gagner, ils les ont perdus, faute d'avoir un organisateur du jeu. C'est tout aussi simple que ça. Des arrières qui étaient incapables de donner une bonne passe à un pivot qui dominait son défenseur. Il y avait une différence de taille, voilà, mais on a du mal à lui faire une bonne passe pour qu'il batte son défenseur direct. Et beaucoup de pertes de balles sur ces séquences, sur attaque placée, parce que voilà, les arrières avaient du mal à faire de bonnes passes. Et dans une équipe comme les Spurs, voilà, vraiment, il manque de meneur de référence, quoi. C'est vrai qu'on était en reconstruction, mais là, voilà, c'est bien toujours d'avoir, même si c'est un vétéran, voilà, de prendre un meneur qui est référencé, qui est connu, voilà, et puis qui a une science du jeu qui pourra bien, voilà, aider Wemby et les autres. Après, bon, il faudra toujours chercher, pour moi, un meneur un peu plus jeune, voilà, qui pourra tenir l'organisation du jeu des Spurs sur la longue durée, quoi. Ouais. Bon, j'ai vu qu'ils ont drafté un boy qui s'appelle, je pense, Stephen Castle. Hein. Je pense que c'est un garde. C'est un garde et c'est un garde, mais qui est un peu trop vif, au fait. Donc, bon. Ils en ont plus de deux. Je pense que l'autre, c'est un poste 4. Ouais, c'est un poste 4. De toute façon, les Spurs, ils avaient besoin de... Ouais, ils avaient besoin de meneurs. Ouais, moi, je pense que Chris Paul, il va ramener un peu son expérience. Il va mettre... En fait, je pense qu'il va apprendre à Wemby à jouer en NBA. Il va vraiment l'apprendre à jouer en NBA. Profiter de toutes ses qualités surtout. Voilà. C'est-à-dire il va l'aider à sublimer tout son potentiel. C'est-à-dire toutes ses qualités. Parce que Wemby, quand il est en attaque placée, quand il est en position préférentielle près du panier, dès qu'il n'a pas le ballon, il a tendance à sortir, puisqu'il est un pas droit, il a tendance à résigner, à aller se battre dans la raquette pour recevoir le ballon, et créer une faute ou battre le défenseur direct et marquer facilement. Il a tendance à trop jouer à l'extérieur. Et ça plombe un peu le jeu des Spurs. Après, ça s'explique aussi par le fait qu'ils n'ont pas de vrais shooters. Les Spurs, bon, sur une séquence ou deux, ils font circuler le ballon. Après, ils peuvent trouver un joueur libre avec du temps, qui pourra tirer à 3 points. Mais vraiment, ils n'ont pas de vrais shooters à 3 points. Et ça aussi, tu ne peux pas avoir un manque sur le poste de meneur et puis avoir un manque aussi sur le poste 3. Et ça, c'est ça qui a vraiment plombé leur saison, parce qu'il y a des matchs qu'ils n'auraient plus gagner. Ils ont perdu beaucoup de matchs par des écarts de moins de 4 points, 5 points. Bon, Didier, il peut parler des Spurs pendant 10 heures de temps. Hein. Parce que d'habitude, les équipes qui sont en bas de tableau, même les supporters, au fait, ils agitent le drapeau blanc, ils se disent non, c'est pas grave. Mais Didier, je le voyais, les Spurs, ils perdaient contre même Boston, ils s'énervaient. Alors que d'habitude, quand tu as une équipe avec des jeunes, bon, quand toi tu es là pour voir comment ils évoluent, mais lui, ça le faisait mal. Bon, moi, c'est avec les Bucks, ça. Mais bon, chacun son problème. Maintenant, on va... Bon, un peu plus tôt dans la semaine, il y a les Nets, là, qui ont... Non, il y a les Knicks qui ont pris Michael Bridges. Donc, ils ont fait la Villanova Connection, là. Donc, Michael Bridges, Brunson, DiVincenzo et Josh Hart, là. Ils jouaient tous les 4 à l'université. Je pense que Michael Bridges, il a joué 1 ou 2 ans avec eux, après il est parti. Donc du coup, c'est ça. Donc les Knicks, ils ont bazardé, ils ont donné, je sais pas, 4, 5 ou 6 tours de draft pour Michael Bridges. Que penses-tu de cet échange? Bon, moi je vais donner mon avis un peu. Après toi, tu vas. Michael Bridges, ouais, c'est le joueur que moi je voyais pour Philly. Je sais pas pourquoi, mais je le vois complètement à Philly. Ça dit que Michael Bridges, si tu le sors de Brooklyn, obligatoirement, tu dois pour rentabiliser son échange, tu dois le donner à une équipe qui va jouer le titre, qui va jouer les grands rôles. Ok, New York, c'est pas mal, mais moi je le vois d'abord
Je le vois pour une équipe. Je vois une équipe comme Philly s'aligner sur lui et essayer de à la place de Paul George. De le prendre. Oui, Moi aussi, je préfère Michael Bridges à Paul George. Il a de longs bras. Il sait mettre à 3 points. Il sait même créer. Il s'est même amené dans la création du jeu. C'est-à-dire. Et puis, c'est un joueur, sur 2-3 minutes, il va les rentabiliser au max. Et puis, c'est un bon coéquipier. Non. C'est un très, très bon coéquipier. Non. Au-delà de ça. Mais c'est le Iron Man de la NBA. Le boy, il a joué 500 et quelques matchs sans se blesser. Il se blesse jamais. Mais si je ne me trompe pas, si je me trompe pas, cette saison, il a joué, je pense, 83 matchs. Au fait, la saison régulière, je pense, c'est 82 matchs. Je pense qu'il a... Comme lui, ils ont eu il a eu le move. Voilà. Il a joué 83 matchs. Ouais, ça, c'était l'année dernière, je pense. L'année dernière. Parce que cette saison, il a joué toute... Ouais. Lui, il n'y a pas eu le move. Non. C'est l'année dernière où il est venu. Il a quitté les Suns, il est venu. Et voilà, c'est l'année dernière qu'il avait joué 83 matchs, je pense. Ça, c'est à vérifier. Je vais vérifier ça. Et l'année dernière, il avait bien joué. Il avait fini la saison en trombe. Tout le monde était extasié sur son niveau. Parce que quand il était aux Suns, quand même, c'était le 3e ou le 4e larron. Parce qu'il y avait Chris Paul, il y avait Devin Booker, il y avait aussi Ayton. Et lui, il oscillait entre Ayton et... Sur le plan de responsabilité, voilà. C'était un 3e couteau, en fait. Ouais. C'était plutôt un 3e couteau, voire même des fois un 4e couteau. Et il remplissait bien son rôle, il se contentait de ça et il le faisait bien. Quand il est allé à Brooklyn, il a eu beaucoup plus de responsabilités. Et il n'a pas rechigné à la tâche. Il s'est montré complètement à la hauteur. Là, pour moi, la première saison. La première saison. Parce que cette saison, quand même, il est... Il a fait un peu la peine, d'accord. Voilà. Mais c'est plus toute l'équipe toute l'équipe de Brooklyn qui n'a pas... Oui. Mais quand même, Michael Bridges... Parce que quand tu places les attentes, après, il y a des expectations. C'est-à-dire que les gens s'attendent à ce que tu confirmes et tout. Mais lui, on ne va pas le prendre déjà pour... le genre de joueurs comme les Kobe et autres. Bon, après, il s'est à confirmer parce qu'il y avait... Non, moi, ce que je veux dire, c'est que Michael Bridges, c'est pas... il sera jamais un franchise player. Voilà, c'est ça que je veux dire. Genre dans une équipe où il va être là... Au fait, au maximum... c'est que l'équipe n'est pas bonne. Non, au maximum, c'est un 2 bis. Voilà. Il ne peut pas être un... Troisième couteau. Voilà, 2e couteau, 3e couteau. Et... donc, mais tu m'as pas donné ton... Bon, tu m'as dit que tu le voyais à Philly. Mais Onyx, alors, tu penses? Une très bonne pioche. Mais après, je ne sais pas si ça valait le coup de se séparer d'autant d'options sur l'avenir. Voilà, c'est à voir. Maintenant, New York était déjà bien configuré. Il n'y avait que des ajustements à faire. Voilà, pour enchaîner et rester comme un vrai challenger à l'Est. Donc, pour moi, prendre un joueur comme Michael Bridges qui défend, déjà, il y a une culture de la défense. Michael Bridges qui défend, bon, c'est Michael. Bon, les Américains, ils sont un peu tatillons sur ça. Hein. Ok. Michael Bridges, sur 3 ans, non? A signé quoi? Non, je maîtrise pas trop. Bon, de toute façon, accueillir Michael Bridges, c'est toujours une bonne chose parce que là, il est dans une équipe qui défend. Et lui, il défend, il sait faire. Tu as besoin de points, il va t'amener facilement 10, 15, 20, voire même des fois 20 points s'il est dans un bon jour. Et donc, c'est une très bonne acquisition. Hein. C'est une très bonne acquisition. Il fit avec ce qu'il y a comme collectif à New York, pour moi. Moi, mon avis. Bon, avant de donner mon avis, ils ont prolongé Anunoby à plus de, je pense, $200 millions, je pense, Anunoby. 4 ans ou 5 ans? Non, c'est sur 5 ans, je pense. Voilà, Anunoby, ils l'ont prolongé. Moi, en fait, ma plus grande inquiétude, c'est le problème de taille. Parce que Randle, il va partir. Je ne pense pas qu'il va rester Randle. Parce que Randle, je pense qu'il va partir. Je ne suis pas trop sûr, mais je pense que Randle, il va partir. Il y a Hartenstein qui est parti. Hartenstein, il est parti à OKC. On va en parler. Il est parti à OKC. Il a signé un contrat aux alentours de $70 millions, je pense. C'est à vérifier. Je vais regarder ça. Ils ont fait ce qu'on ne pouvait pas lui offrir là-bas. Voilà, il est parti. Et donc, ça veut dire que leur 5 de départ, ça va être DiVincenzo, Brunson, Hart, Michael Bridges et le pivot, ce sera Mitchell Robinson. Moi, je pense qu'ils auront un problème. Non, j'ai oublié Anunoby. Anunoby, c'est lui qui va jouer au poste 4.
Donc je pense que peut-être que Di Vincenzo Non, va... Anunoby, au poste 4, bon, à voir. Anunoby, Parce c'est un que, poste- bon, après, ils vont jouer small ball. Hein. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Moi, je pense qu'ils ont un problème de taille, non? Bon, ils peuvent matcher hein, parce que bon, à l'Est, beaucoup d'équipes jouent small ball. Pratiquement toutes les équipes de l'Est, ils jouent avec un seul grand. Après, ceux qui ont un grand vraiment dominateur, ils ont une autre palette de jeux que ceux qui ont des arrières scoreurs. Mais pratiquement à l'Est, tout le monde joue small ball. C'est à l'Ouest où il y a, des fois, tu vois des équipes qui sont configurées avec deux pivots, quoi, deux joueurs de grande taille. Mais à l'Est, tu prends toutes les grandes équipes qui ont joué des grands rôles, que ce soit Indiana, que ce soit Boston, même Philly, dans une moindre mesure, tous ils jouent small ball. Donc, Et c'est Indiana aussi. Oui, c'est ce que j'ai dit Indiana. Indiana. Ça ne doit pas être un vrai problème. Après, c'est quand tu seras en playoff, en post-season, et que par exemple, tu as des soucis avec le seul intérêt dont tu disposes, comment tu vas faire les ajustements? C'est ça le souci. Donc il faut avoir quelqu'un que tu déjà mêles, que tu mêles à ta sauce là, que tu utilises déjà un grand qui commence à jouer avec eux et que par exemple en playoff, quand tu auras besoin de lui, il puisse répondre présent. Mais si tu joues avec Williams et tu joues trop small ball toute la saison et que à cause de la configuration d'un match ou bien parce que tu es poussé dans ces retranchements, tu as besoin d'un grand, tu auras des soucis. Donc pour moi, il faut toujours avoir dans ses rangs un autre pivot, même s'il c'est un qui peut prendre des rebonds, c'est-à-dire voilà, faire du dispatching, prendre le ballon, le redonner, etc. Faire des écrans, poser des écrans, c'est toujours bon d'avoir un autre pivot. Bon, moi, mon problème c'est ça. Et en plus, j'ai peur que le syndrome des Sacramento Kings le rattrape. Tu vois, l'année dernière, les Sacramento Kings ont rattrape les Knicks. Les Knicks. Ok, quoi qu'on dise, les Knicks, ils sont... Une bonne hype, c'est faire une très bonne saison et après... Voilà, j'ai un peu peur de ça. Ou même pas en playoff, même en saison régulière, on ne sait jamais. Parce que... mais bon, après, c'est un peu différent. Parce que les Knicks, quand même, ça fait 2-3 ans que tu sens qu'il y a une progression, une dynamique positive. Mais Di Vincenzo, je le connais. Il était aux Bucks chez moi. Après, il est parti aux Warriors, il est parti à Sacramento. Après, il est venu aux Knicks. Di Vincenzo, il a toujours été un energizer. Mais l'année dernière, j'ai vu un Dante Di Vincenzo, mais en mode Reggie Miller, quoi. Le boy, il a fait des matchs, 2 ou 3 matchs, 4 matchs à 30 points. Le gars, il te mettait... Voilà. Même Josh Hart aussi. Et il défendait. Il défendait. Non. De 30 minutes. Voilà, non. Mais ça a toujours été son gagne-pain. Ça a toujours été son gagne-pain, ça. Défendre dur et mettre des 3 points. Il aurait pu commencer à mettre beaucoup de points et ne plus donner satisfaction en défense. Sauf qu'il a continué à être bon en défense. Et quand les Knicks avaient besoin de points, il le mettait. C'était lui qui était là. Ouais, et surtout quand... à la surprise générale. À la surprise générale. Surtout quand Anunoby s'est blessé. Et Josh Hart aussi. Mais j'ai vu... Josh Hart aussi, il a toujours été aussi un battant, un guerrier. Tu vois, voilà, un solide depuis New Orleans Pelicans, même quand il était à Charlotte, aux Lakers. Voilà. Mais l'année dernière, je pense qu'ils étaient en sur-régime. Peut-être qu'ils vont me faire mentir l'année prochaine, mais j'ai un peu peur que le syndrome des Sacramento Kings les rattrape. Je m'explique. Sacramento Kings, l'année dernière, ils ont fini, je pense, 2e. Hein? Et cette saison, quand les équipes les ont vraiment joués, parce que c'était plus une surprise, on a vu qu'ils sont pas allés en... Ils ont eu quelques manquants quand même. Ouais, mais bon... Ils ont été éliminés par les Warriors, non, je pense. Voilà, l'année dernière par les Warriors. Cette année-ci, ils ne sont pas allés en play-in. Non, ils ne sont pas allés en play-off. Peut-être en play-in, mais ils ont été battus. Ils ont été battus en play-in. Ils ont été battus en play-in, mais ils ne sont pas allés en play-off. Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'ils fassent partie. Qu'ils confirment derrière. Après, bon. Donc, du coup, c'est ça. Bon, maintenant, on va parler un peu on va finir par Tatum, hein, donc qui vient signer le plus gros contrat de l'histoire de la NBA. On va en revenir. On a parlé de Hartenstein. Moi, c'est un boy que j'adore. Là, il est parti. Il a été à Portland, non? Il a joué à Portland, je pense. Hartenstein, il a joué à Portland. Moi, je l'adore. Avec sa petite patte gauche là.
Et ces petits flotteurs, il les rate pas. À un moment donné, la série contre Philly, à un moment donné, il a même énervé. Non, il faut dire qu'il a un peu progressé. Argentin, c'était plus un contreur, il le mettait dans la raquette pour dissuader, prendre des rebonds, poser quelques écrans. Bon, il était aussi connu pour faire beaucoup de fautes sur les écrans. Il a progressé sur ce domaine. Mais surtout, il a progressé en attaque. En attaque, là, maintenant, il met des hooks qu'il ne mettait pas. Alors que, voilà, avant, il était un peu plus rustre avant. C'est-à-dire qu'il n'était pas catalogue. Il ne mettait même pas 5-6 points. Maintenant, là, depuis avec la saison que New York a fait là, son utilisation avec Thibodeau, j'ai vu qu'il a beaucoup progressé en attaque. Et tu penses que c'est une progression ou bien c'est une responsabilisation? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Dans une équipe défensive, et comme il est obligé d'avoir beaucoup de minutes. Si tu as beaucoup de minutes, tu dois les maximiser d'une façon ou d'une autre. Tu ne peux pas te limiter à prendre des rebonds, à poser des écrans. Quand on va doubler sur Bronson, etc., et que le ballon te parvient, souvent, tu es en missile match. En missile match, là, tu fais ton jeu. Et donc, c'est comme ça qu'il a pu grappiller des points. Donc, du coup, Hartenstein a été récupéré par OKC. OKC, on a vu les playoffs. La saison régulière, ils ont terminé premier. Mais tout le monde avait vu, et c'était criant, que OKC, il manquait de la viande à l'intérieur. Chet, rookie, ok, il a fait le taf, mais c'était faible quand même. Si tu veux être un prétendant au titre, faut de la viande à l'intérieur. Ils ont pris Hartenstein et ils ont par un trade, ils ont pris Alex Caruso. Par contre, ils ont perdu Josh Giddey qui est parti aux Bulls. Il y a Alex Caruso qui est venu à OKC. Donc, que penses-tu de l'arrivée de Caruso et de Hartenstein? Tu penses que c'est ce qui manquait vraiment à OKC? OKC, il leur manquait un joueur comme Hartenstein. Ils en ont vraiment besoin. Puisque depuis qu'ils ont perdu l'autre là qui allait et qui ne joue pas, comment il s'appelle encore, le Néo-Zélandais là. Non, le Néo-Zélandais, il est parti là-bas, après il s'est blessé, il ne jouait pas. Bon. Mais lui, il est parti il y a longtemps, il est parti au Grizzlies il y a longtemps. Oui, mais après, voilà. Il n'a pas, je vous dis qu'il n'a pas été vraiment remplacé. Oui. En termes d'effectifs. C'est pour cela qu'ils ont commencé à jouer autrement. Ils ont joué small ball. Voilà, il y a même des matchs où c'est le rookie là qui comment il s'appelle encore comment il s'appelle encore le rookie là? Chet Holmgren, voilà. Qui jouait pivot. Donc tu as vu, il y a des matchs où moi j'ai vu des matchs sur des séquences où c'est le Canadien là qui a joué avec le bandeau là, costaud là, qui a joué des fois comme Dort. Luguentz Dort. Qui a joué. Donc ils avaient besoin d'un grand et surtout combiné à l'arrivée de Caruso, moi je pense que il sera du solide. Moi je parie. Je mettrais, s'il y a une pièce à mettre la semaine prochaine sur un vrai poil à gratter à l'ouest, déjà qu'ils l'étaient déjà. Ils ont longtemps tracé la première place à l'ouest. Je pense ils ont terminé deuxième après. Non, ils ont terminé carrément premier. Alors qu'ils étaient deuxième, après ils ont dépassé les Wolves pour terminer premier. Ils vont être très très durs à manager les Syndrome Sacramento Kings, non? Ça va pas être possible. Non, je ne pense pas. Parce que l'équipe est jeune. Les gosses, ils ont challengé les autres équipes. Ils ont joué les autres équipes et ils ont joué les yeux dans les yeux. Ils savent ce qui leur manque. Et ils connaissent maintenant, ils commencent à connaître le chemin. Moi, je pense que la saison prochaine, ça va être très, très difficile. Même en saison régulière, ils seront très difficiles à jouer. Parce que c'est très difficile de jouer contre une équipe qui court, qui défend, mais qui est bon en attaque. C'est ça. Et les gosses, ils ont deux ou trois gosses qui peuvent le faire. Alors, et qui progressent. Tu amènes un joueur comme Caruso, d'abord qui est expérimenté, qui est, voilà, moi je dirais un bandit entre guillemets. Voilà. C'est un guerrier en Caruso. C'est un vrai guerrier, Caruso. The Bald Man. Non, c'est un vrai guerrier. Donc, c'était devenu lui qui tenait la baraque un peu. Tu prends quelqu'un comme Caruso, sur certains matchs difficiles, tu pourras même reposer l'autre là, comment il s'appelle encore, le franchise player Shai Gilgeous-Alexander, tu pourras lui reposer 5-10 minutes si tu veux, parce qu'il y a Caruso sur le terrain. Ouais, Caruso, moi je l'aime bien. Et c'est qui encore ton boy que tu préfères là, celui qui défend bien? Tu l'aimais bien? C'est Wallace, non?
Ou bien c'est pas Wallace? Oui, avec les... Et le rookie là? Non, ils ont de très bons Non, joueurs. parce que... C'est une équipe jeune, mais c'est sûr que c'est une équipe qui joue très bien. Parce que Shai, il m'a étonné. Shai, en début de saison, il tournait à 30 points. À un moment donné, je me suis dit qu'il va baisser de régime. Mais le boy, il n'a pas baissé de régime. Il est même monté. Et en playoff, et vraiment là où Ant-Man a galéré contre Dallas, mais lui, il a été presque même le meilleur joueur de la série. Vraiment, mid-range jump shot, il a taffé tout le monde. Et là, je pense que Chet, il va progresser. Il va prendre un peu de masse, il va progresser, il va mieux connaître le jeu de la NBA. Et comme tu l'as dit, à chaque temps, il va prendre des rebonds, ses hook shots, il va s'améliorer, il va mieux comprendre le jeu. Je pense que ce qu'il a acquis cette année en playoff, s'il le ramène là-bas, ce sera bien. Et surtout, Jalen Williams, l'arrière, le deuxième meilleur joueur de OKC, il n'a pas fait de bons playoffs contre Dallas. Ils ont battu qui au premier tour, Dallas encore là. Ils ont battu qui? Ils ont battu les Pelicans. Dallas a battu les Pelicans. Non, pas Dallas, OKC. Non, OKC a battu les Pelicans. Jalen Williams a bien joué, mais par contre, Dallas, il n'a pas trop bien. Mais je pense que l'année prochaine, il va progresser quand même. Donc voilà. Et quelques nouvelles. Bam Adebayo a prolongé sur 3 ans à 66 millions de dollars au Heat. Donc Kevin Love aussi a prolongé sur 8 millions de dollars sur 2 ans. 2 ans. Voilà. Ça, c'est surprenant. Bien, c'est pour service rendu parce que le prolonger sur 2 ans, quand même, c'était pas gagner. Donc du coup, il n'y a pas trop de moves à oui, non, là-bas, c'est l'équipe du gourou, quoi. C'est lui qui décide. Donc, eux, ils font pas... C'est comme Manchester au football, quoi. Miami, ils font jamais... Depuis quelques années, quand même, l'équipe, on ne touche pas beaucoup au roster. Donc, ils font les ajustements, ils ramènent quelques pièces dont ils ont besoin et puis c'est tout. Donc, quand tu parles comme Manchester, c'est quel Manchester? United ou United. avec Alex Ferguson? Manchester ne faisait pas beaucoup de transferts. À l'époque, hein? À l'époque. Dans les années 90. Pas Manchester des Américains, là. Dans les années 90-2000. Même 2000. Avec les Dwight York. Quand les Américains ont repris Manchester, ont racheté Manchester, qu'ils ont commencé à faire n'importe quoi, là. Acheter 5, signer de gros contrats, acheter 5-6 joueurs par année. Bon, quand tu parles de Manchester, moi je pense à Dwight York, Andy Cole, Teddy Sheringham. Comment c'est Teddy Sheringham? Ah, lui, je l'adorais. Voilà, Teddy Sheringham. Comment il s'appelait encore les frères Gary Neville, tout ça là, Phil Neville? Ah, ça c'était la belle époque, hein. L'époque où la RTS mettait la Ligue des Champions. 2 matchs par soirée, un à 17h, 18h et l'autre à 20h. Hein? Non, j'étais un supporter d'Arsenal, mais je ne détestais pas Manchester. Je ne les aimais pas, mais au fond de moi... Moi, c'était la Juve, Zidane, les Lombardo, tout ça. Voilà, Del Piero. Bon, on revient un peu au basket. Donc, Obi Toppin. Donc, voilà. Il y a un peu plus tôt dans la semaine, il y a Dejounte Murray qui est parti aux Pelicans. Donc les Pelicans, ils se sont séparés de Jonas Valanciunas qui est parti au Wizards et ils ont pris Dejounte Murray. T'en penses quoi de Dejounte Murray aux Pelicans? Bon, il est parti peut-être pour avoir un bon contrat, se garantir un bon contrat, peut-être qu'il n'aurait pas... Non, il avait déjà son contrat. Oui, mais je veux dire... Bon, c'est pas un move que je comprends, je veux dire. Parce que est-ce qu'il y a une autre équipe qui aurait pu le prendre en rachetant le restant de contrat? Parce qu'il lui restait quand même quelques années à Hawks. Est-ce qu'il y avait une équipe qui était prête à lui racheter le contrat à ce montant-là, en lui signant peut-être une rallonge de 1 ou 2 années? Ça, il n'est pas grave. Peut-être qu'il y avait cette équipe pour le faire, en misant sur lui pour reconstruire. Parce que là, il faut le dire, les Pelicans ne sont pas en train de monter une équipe, genre pour faire, moi je peux me tromper, mais pour vraiment jouer les contenders à l'Ouest, parce qu'à l'Ouest, il y a de solides artilleries. Après, bon, on ne sait jamais, ils pourront toujours faire une bonne saison, être une bonne surprise, mais c'est pas à l'arrière où ils ont de vrais manques, les Pelicans. Les Pelicans, on manque sur le périmètre, sur les tirs, sur le poste 3. Sur le poste 3 qu'ils ont vraiment les soucis. Et peut-être un peu à l'intérieur, mais c'est vraiment sur le poste 3. Parce que si tu as comment il s'appelle encore, le bulldozer là, Zion en bonne santé. Tu as déjà comment il s'appelle encore? Il y a Herb Jones
Oui, non, mais je veux dire, le numéro 3, là, comment il s'appelle l'ancien compère De Damien Lillard, là. Damien Lillard, là. J'ai oublié son nom, là. Mais ça va venir. C'est CJ McCollum. Tu as McCollum, voilà. Pour moi, la traction arrière, ça va. Mais je sais pas. Tu le prends, d'accord, ok, mais tu sais pas, ce n'est pas un besoin urgent, quoi. Moi, je pensais même qu'il aurait pu faire un pari comme ça, revenir aux Spurs, rien que pour la hype. Comme ça, voilà. Après, bon. Bon, mais tu penses pas que Trey Murphy, troisième du nom, là, le boy, il est bon à 3 points. C'est l'un des meilleurs shooters à 3 points de la NBA. Hein? Oui, mais comme ils sont configurés, moi, je pense qu'il faut amener quelqu'un de référence. Bon, après, on verra. Moi, sinon, un poste 4, au moins un autre poste 4, ou bien carrément un autre pivot. Moi, vraiment, ils en ont besoin parce que jouer avec Zion, seulement Zion, on sait très bien qu'il ne fera jamais. Pour moi, c'est un pari, mais Zion, il ne fera jamais 70 matchs cette année. Après, on peut voir. Pour moi, avec ce poids-là. Moi, les Pelicans, vraiment, celui qui me saoule aux Pelicans, c'est l'ancien des Lakers, là. Et comment il s'appelle encore, là? Larry Nance Jr. Oh là là. Et lui, c'est un poulet sans tête. Donc, on va aller vite, là. On est déjà à 50 minutes. Donc, que penses-tu de la rumeur de Russell Westbrook à Denver? C'est un pari. Russell Westbrook, on n'a plus de garantie avec le jeu de Russell Westbrook, de toute façon. Ça reste un grand joueur. Il peut toujours, sur quelques minutes, t'apporter. C'est un energizer, Russell. Et puis, c'est un bon gars. Maintenant, je pense que lui, il est là, il cherche un peu sa bague. Il se dit. Lui, c'est en même temps un pari pour Denver. En même temps, voilà. Pour lui aussi, c'est un pari aussi pour Russell Westbrook, carrément, parce que il n'a pas de bague. De toute façon, il sera retenu comme un très grand joueur de l'histoire. Ça, on ne peut plus lui enlever ça. Mais sur ces dernières années, il n'y a plus de certitude dans son jeu. Si tu le prends, tu le prends sur quelques minutes en espérant qu'il va te soulager tes arrières, après faire de l'énergiser comme il le fait. Okay. Voilà. Bon, moi, je suis un grand fan de Westbrook. Voilà, je suis un grand fan de Westbrook. Mais je pense que son passage aux Lakers, là, il y a eu un avant et un après, quoi. Vraiment, il a perdu confiance en lui. Westbrook, les briques qu'il envoie, les layups qu'il rate, c'est plus le Westbrook qu'on connaissait. Mais comme tu l'as dit, et comme on l'a dit un peu plus tôt, ils ont plus de place, ils ont plus d'argent. Hein, et Westbrook, il coûte pas cher, il est à 4 millions. Bon, c'est un pari. Il y a Jokic qui fait des pieds et des mains pour qu'il vienne. Peut-être qu'avec Jokic, il pourra le mettre en valeur. C'est une famille Denver. Dès que tu es accepté par les autres, voilà. Sûrement ils vont te mettre à l'aise et peut-être même qu'on peut revoir au moins sur une saison au moins le meilleur de Westbrook. Voilà. Maintenant, tu te rappelles de Kevin Porter Jr. Violence conjugale et tout là, qui était à Houston. Après, avec les problèmes de violence conjugale, là, avec l'autre Bridges qui était à Charlotte, là. L'autre, comment il s'appelle encore? Il y avait l'autre Bridges, là. Voilà. Kevin Porter Jr., il a été coupé par Houston. Il était parti en Europe. Tu te rappelles de lui, qui jouait avec... voilà. Il est revenu, il a été pris par les Clippers, là. Je pense que c'est peut-être pour remplacer Paul George. Moi, je l'aime bien. C'est un bon basketteur, hein, le boy, là. C'est un bon joueur. Après, bon, il n'est pas solidement référencé parce qu'il y a toujours encore des doutes sur est-ce qu'il peut être vraiment un numéro 2, un vrai numéro 2 d'une équipe avec en attaque, par exemple, avec une série d'options. Mais c'est un bon basketteur. Non, c'est un bon basketteur. Il a une bonne taille, il sait défendre. Voilà, il sait prendre les rebonds. C'est une bonne équipe. Dans une équipe qui a déjà des scoreurs, pour moi, c'est un très très bon rajout. Ouais, en plus, il est couillu, hein. Moi, le boy, là, il est couillu, il a peur de rien. Hein. Moi, je l'adore, hein. Après, il doit un peu plus se concentrer sur son basket et arrêter de taper la jante féminine, là. Mais bon, donc voilà. Maintenant, on va finir avec le champion, là, Jason Tatum, qui a signé le plus gros contrat de l'histoire de la NBA. L'année dernière, c'était l'autre Jay, là. On le présentait. Quand Jaylen Brown avait signé le contrat, on savait très bien que ça allait venir pour Tatum et que voilà, peut-être qu'on a les montants déjà affolants auquel avait signé Jaylen Brown, on savait très bien que Tatum allait signer. On allait le signer un peu plus. Ouais, c'est une histoire de supermax. Quand tu as été lors des 2 dernières années dans une
soit tu as été All-Star ou dans une All-NBA team, un truc de ce genre, tu peux toucher jusqu'à 35% du cap, du salary cap là. Et cette année, pour info, le salary cap, il est à 140 millions de dollars. Je pense qu'un jour, peut-être qu'on pourra parler un peu du salary cap, du hard cap, tout ça. Y a aussi ton ami White qui a été prolongé à 125 millions de dollars. Il y a Jaylen Brown l'année dernière qui a été prolongé à 305 millions de dollars. Un peu plus tôt dans la saison, Jrue Holiday a été prolongé sur 3 ans, je pense, à plus de 100 et quelques millions de dollars. Là, les finances de... L'équipe est assise. Ouais. Maintenant, il y a plus de matchs de monnaie. Moi, après, bon, c'est vrai qu'ils vont prendre je pense qu'ils ont pris des des tours de draft là, je sais pas, mais des joueurs draftés à jeune. Mais ils ont re-signé Cornet. Voilà. Non, ils n'ont pas changé. Voilà, l'équipe ne va pas changer. Je veux dire, ils peuvent après faire des moves, peut-être avec des joueurs qui vont dans l'Europe, peut-être, ou bien aller prendre des joueurs en G-League qui vont signer tout un contrat pour les utiliser sur les séquences. Mais si vraiment, ensuite, eux, l'avantage, c'est qu'à part, ils ne sont pas très sujets aux blessures, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont 3 ou 4 joueurs majeurs qui ne sont pas très sujets aux blessures. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer 70 matchs sur les 82 ou bien 75 matchs sur les 82 avec les 4 franchises, les 4 joueurs majeurs de l'équipe. Ils peuvent les avoir. Bon, c'est vrai qu'Alford il vieillit un peu. Mais après, si tu as toujours Porzingis qui peut t'assurer au moins 65 matchs, c'est déjà ça. Si tu as les 4 autres, bon là tu reviens avec de fortes chances en finale de conf pour moi. Parce que le fait de sécuriser White et déjà Jrue, c'est déjà ça. Après tu signes l'autre au max. Ça, on ne pouvait pas faire autrement en fait. Jason Tatum. Après le challenge c'était de le signer, de sécuriser White et l'autre là. Comme l'autre avait déjà été sécurisé, comment il s'appelle encore, Jrue. Il fallait sécuriser White. Et voilà. Donc, pour moi, c'est ici. Donc bon, je viens de voir que D'Anthony Melton, l'ancien boy des Sixers, a signé aux Warriors pour 12,8 millions de dollars. Moi, lui, je l'aime bien. C'est un bon défenseur. C'est un bon défenseur. C'est un bon coéquipier, en fait. C'est un bon coéquipier. Il a un peu de taille, il peut remplacer quelque peu. Parce qu'il n'a pas le tir, il n'aura jamais le tir de Thompson, ça, il faut être clair, mais il peut le remplacer valablement sur d'autres séquences, sur d'autres aspects du jeu. Non, et en plus, c'est un dragster, il sait attaquer le basket, tout ça. Moi, je l'aime bien. Mais par contre, je n'ai pas trop compris cette... Pourtant, lui, c'est un guerrier. Mais en fait, et ses playoffs, il a été blessé ou pas? Non, on ne le responsabilise pas. Après, quand il est revenu, il a perdu des minutes parce que l'équipe a changé. Donc, il a perdu des minutes, quoi, en fait. Donc, du coup, voilà, globalement, là, ça fait 57 minutes qu'on parle. Alors, tu t'occupes comment, là, depuis la fin de la saison, là? Tu t'occupes comment? Tu t'ennuies pas trop? Non, je m'occupe de... Comme moi, j'aime aussi le foot. Moi, j'aime le sport en général. Donc là, j'ai un peu oscillé entre Laurent Garros et puis, voilà... à la fin de la saison NBA. Donc là, je suis sur l'Euro de foot. Et après, là, j'aurai encore Wimbledon. Et il y a les JO en perspective là, qui vont arriver. Donc, voilà. Voilà. Il y aurait de bonnes vacances sport, quoi. Voilà, c'est vrai. Moi, j'ai bien préparé la tabaski, là. J'ai mangé de la bonne viande, du moussel. Là, j'en profite. Bon, voilà, quoi. Donc, voici la famille. Ça fait trop long. Mais on va essayer de faire un peu plus de vidéos pour vous. Et n'hésitez pas dans les commentaires à... Sur les années 90, là, on va revenir sur les années... DJ lui tient à ces années 90, là. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires, à nous dire ce que vous avez pensé de la Free Agency. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Voilà, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et vous, est-ce que vous êtes content des moves de vos équipes et tout? Bon, moi, mes Bucks, j'ai vu qu'ils ont pris, j'ai oublié son nom là, le boy qui était au hit là, l'arrière. J'ai oublié son nom, mais ça va venir. Donc, voici la famille. Alors, DJ, un dernier mot? Dire bon repos pour ceux qui seront en vacances. Et puis, pour les autres, vous nous donnez vos impressions, comme il l'a dit, voilà, sur les transferts, les acquisitions. Après, peut-être que sur la saison, vos impressions sur la saison à venir, les équipes que vous pensez qui feront feu, peut-être. Voilà. Donnez-vous vos impressions. Allez, la famille, big up. Voilà, ceux qui préparent le bac là, le BFM, bonne chance à vous, hein.
Allez, ciao.